Les mères porteuses ont fait irruption dans le débat sur le mariage pour tous. On en parle avec vous, Dominique Ménesson. Bonsoir, vous êtes le président de l'association Clara et père de jumelles nées d'une mère porteuse en Californie. À côté de vous, Henri de Sauce. Bonsoir monsieur, vous êtes directeur des études à l'Alliance Vita, association catholique fondée par Christine Boutin et je le crois foncièrement opposée à la gestation pour autrui. Oui, c'est réducteur mais c'est parti. On va en parler dans un instant. Dominique Ménesson, on a envie de connaître votre histoire. Comment ça a commencé? Comment avez-vous pris contact avec cette mère en Californie? C'est tout simple. Un jour, on a découvert que ma femme n'avait pas d'utérus. On a beaucoup réfléchi, on voyageait beaucoup. Donc, on a examiné la situation légale et sociale dans beaucoup de pays. Ma femme travaillait en Belgique, d'ailleurs, à cette époque. On était en Californie. On a rencontré énormément de personnes. On a rencontré aussi des agences, on a rencontré plusieurs candidats. Oui, là-bas, c'est une espèce de business, il y a des agences. Disons que c'est organisé, le mot business est un peu fort. Mais vous avez payé. La réalité. Ça coûte de l'argent, la médecine n'a jamais été gratuite, la sécurité sociale ne compense pas comme en France les déplacements. Ça coûte combien d'ailleurs ? Ça dépend complètement des frais que vous engagez et de la chance que vous avez, si la fécondation in vitro marche du premier coup ou pas, si la grossesse va nécessiter des arrêts de travail ou pas. Donc nous, on n'était pas très chanceux sur la fécondation in vitro, plutôt chanceux sur la bonne forme de Mary qui a porté nos enfants. Donc le total, ça fait 50 000 $. Mais je dois vous poser une question. Est-ce que vous pensez que vous me poserez cette question si j'avais adopté ? Non, mais moi je vous pose une question de journaliste sur concrètement comment on fait. Voilà, c'est tout. Et alors les problèmes ont commencé quand vous êtes rentré en France ? Juste avant. C'est-à-dire que moi j'avais l'expérience de tous ces couples français qui n'avaient aucun souci, qui obtenaient tout de suite la transcription des actes de naissance étrangers dans les registres français, qui obtenaient des passeports. Et entre-temps, il y a une circulaire qui a décidé de faire la chasse aux enfants dans les consulats et d'identifier les enfants qui auraient été nés suite à un parcours de mère porteuse. Donc à ce moment-là, au consulat, on m'a refusé de me donner un passeport en disant qu'il fallait une transcription, ce qui par la suite s'est avéré faux. Et donc on a dû rentrer avec des passeports américains. Puisque les deux enfants étaient nés aux États-Unis, voilà, donc automatiquement américains. Voilà, il y a le droit du sol aux États-Unis. Et donc à partir de ça, le consulat a lancé des poursuites en essayant au pénal. Et quand il a échoué au pénal, il a essayé au civil et ça a duré 12 ans. Les juges nous ont donné toujours raison les 7 premières années jusqu'à temps que la pression soit devenue très forte, puisque en fait la crainte c'était qu'on fasse jurisprudence et un appel d'air, il y a toujours ces craintes. Et à chaque fois dans la vie quotidienne, vous avez été confronté aux problèmes administratifs. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on est assez content aujourd'hui, on estime que c'est un grand progrès. C'est-à-dire que concrètement, quand vous n'êtes pas dans les registres français de l'état civil, déjà vous êtes en situation irrégulière parce que les enfants rentrent avec un passeport étranger, avec un visa de touriste qui n'est valable que 3 mois, donc ça ne marche pas. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, ça tourne au cauchemar parce que la force probante des actes d'état civil étranger est tout le temps contestée par des tas de personnes. Donc, pour inscrire à la sécurité sociale ou même à la cantine, à l'école, à tout ce que vous voulez. Et vos filles ont quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, elles ont 12 ans. 12 ans, et elles en souffrent dans leur vie quotidienne ? Nous, on essaye de les protéger autant que peut se faire. Donc pour l'instant, en tant que parents, on y arrive, mais c'est un combat de tous les jours. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, cette circulaire qui, certes, ne va pas donner la transcription de l'affiliation, donc il n'y aura pas un lien de parenté, aujourd'hui reconnu par l'État français, mais il y aura au moins la nationalité. Ça veut dire qu'elles ne seront plus en situation irrégulière sur le territoire, c'est quand même très bien. Et ça résout un autre des problèmes qui avait été pointé, c'est qu'elles pourront voter à 18 ans. Parce que jusqu'à hier, ce n'était pas le cas. Henri de Sauce, quand on entend ce cas, qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, en tant qu'association catholique ? On est dans la vie là-dedans ? Oui, non, c'est pas... la définition n'est pas tout à fait ça. On peut comprendre le désir d'enfant. Et dans notre association, effectivement, Alliance Vita, tous les jours, on a des services d'écoute qui entendent cette souffrance qui est très, très forte. Le désir d'enfant, c'est une des choses les plus fondamentales qu'on puisse porter dans un couple. Et quand il ne peut pas se réaliser, c'est très difficile. Donc ça, on peut le comprendre à titre individuel. Mais je crois que la question que se posent les Français aujourd'hui, ce n'est pas les situations
quelques situations individuelles et de voir est-ce qu'il faudrait aménager telle ou telle disposition pour améliorer la vie concrète des enfants. C'est de se dire, est-ce que finalement... quand même, hein. Oui, bien sûr, mais c'est quelques personnes. Et la vraie question, c'est de dire, est-ce qu'il faut que la société française soit mise devant le fait accompli pour finalement légitimer quelque chose qu'elle interdit officiellement ? Parce que qu'est-ce qui se passe si on regarde très simplement les choses, au-delà des cas personnels, je ne voudrais surtout pas en faire un cas personnel, mais d'une façon générale, qu'est-ce qui se passe ? La GPA est interdite en France. Tout le monde dit qu'elle est interdite. La gestation pour autrui. La gestation pour autrui, à quelques exceptions près, tout le monde est contre. Des personnes vont à l'étranger. Oui, vous dites tout le monde est contre, on n'en sait rien. Hein, pour l'instant. Lisez toute la. C'est un débat droite-gauche aussi. Il y a 5 sondages depuis 2007 et les 5 sondages montrent une immense majorité des Français, donc vous ne pouvez pas dire ça. La grande partie des personnalités politiques, des psychologues, toutes les personnalités responsables politiques de droite et que d'opposition. Ce n'est pas légitime de justifier la gestation pour autrui en France. À cause de l'instrumentalisation du corps de la femme, etc. Mais ce que je veux dire, c'est la démarche qui nous préoccupe énormément. Quelque chose est interdit en France, on va faire l'acte ailleurs, parce que là, il est légal, et ensuite on revient en France pour nous dire... prenez acte de cette situation et transformez ce qui était illégal en quelque chose de légal. Mais et ça, vous c'est un vrai reconnaissez que dans ce cas précis, ces deux jumelles ont le droit d'être françaises. Elles vivent en France, elles sont nées de parents français. La nationalité américaine n'est quand même pas la pire des nationalités. Elles sont américaines. Elles sont nées de parents français. Elles sont nées d'un père français. Après, il y a tout un flou juridique autour de cette situation. Oui, mais vous avez quantité d'enfants aussi qui sont nés de mères ukrainiennes, qui sont nés de mères indiennes, etc. Tout n'est malheureusement pas aussi rose, entre guillemets, excusez-moi du terme, aussi, semble-t-il, se passe aussi bien que chez vous. Et ces dizaines d'enfants, et là, il y a des grosses difficultés pour ces enfants et surtout pour les femmes aussi. Il faut penser aux femmes à qui on demande ce genre de prestations. On leur demande pas, elles se proposent, elles sont volontaires pour ça, ouais, je tiens à vous le dire. Et je ne voudrais pas qu'on agite ce qui se passe dans les pays comme l'Ukraine et l'Inde. On le condamne, je crois que ça fait 12 ans qu'on condamne ces pratiques, parce qu'il n'y a pas de cadre éthique, il n'y a pas de cadre légal dans ces pays. Alors évidemment, les gens en profitent et font n'importe quoi, mais c'est très très minoritaire. Si vous regardez les chiffres... Ça concerne des centaines de personnes. Non, monsieur. Ça concerne, dans mon association, il y a à peu près 500 enfants qui sont nés par GPA. Ils viennent tous du Canada ou des États-Unis. Les deux qui ne viennent pas de ces pays-là, ce sont des personnes, il y en a un qui est belge et l'autre qui est certes français, mais son conjoint est indien. Et les deux sont venus dans l'association après avoir fait leur démarche. Donc l'immense majorité des gens vont dans des pays où il y a un cadre éthique. Et donc on ne peut pas toujours agiter ces poncifs, ces pauvres femmes qui se font exploiter, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Ça, on peut le prouver. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire des faits. Non, question à vous deux. On a le cas d'un GPA par un couple hétérosexuel. Si ça arrivait à un couple homosexuel, c'est toute la difficulté d'aujourd'hui et du séisme dont on parle sur toutes les radios et les télévisions aujourd'hui. Parce que quelque part, il y a effectivement une grande hypocrisie où on nous dit par devant, surtout pas de GPA, le ministre, les gouvernements, les députés, la quasi-totalité des députés, surtout pas de GPA, ça c'est par devant. Et par derrière, on sort une circulaire qui finalement, quelque part quand même, sur un des aspects, pas tous les aspects, mais sur un des aspects, légitime et d'une certaine façon encourage cette disposition, cette possibilité, puisqu'il devient possible de légitimer, de justifier ce qui vient de se passer. Mais sur les couples et quelque part, il y a une espèce d'enchaînement inéluctable qui est en train de se passer. Cette équation, cette espèce de boîte de Pandore dont beaucoup de gens parlent, c'est-à-dire si vous faites le mariage et l'adoption, inévitablement, on sera obligé à un jour ou l'autre, pas forcément tout de suite, mais inévitablement à faire la PMA, procréation médicale assistée, et la GPA également. C'est une logique au nom de l'égalité. Vous n'avez pas répondu à ma question sur non, mais c'est quand même la préoccupation première d'une grande partie des gens aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on doit légitimer tous les désirs? Moi, je pense que la problématique, il y a un amalgame qui est complètement fait entre les droits des enfants, la situation concrète des enfants, et je rappelle, en droit français, contrairement à ce que vous dites, il n'y a strictement rien dans le droit français qui interdit de reconnaître la filiation et l'état civil de ces enfants. Ça, il faut le dire et le répéter. Et la question de la légalisation de la GPA en France, c'est deux choses différentes. Maintenant,
je suis tout à fait heureux qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, il y a entre 1000 et 2000 enfants qui sont dans une situation qui est très problématique parce qu'on leur fait un traitement à part. Et c'est quand même une question de fond de droit. Est-ce que des enfants ont à souffrir dans leur existence parce que leurs parents ont fait des choix? Ils ne sont pas responsables de ces choix. Donc il y a vraiment une différence à avoir entre ce que font les parents et ce qui est pour les enfants. Je rappellerai juste que en France, chaque année, il y a 5000 personnes qui vont avorter dans d'autres pays envoyés par le planning familial parce que des gens comme vous les empêchent d'avorter dans les délais. Il y a aussi... Non, ce n'est pas des amalgames. Non, mais restez dans le sujet, s'il vous plaît. Parce que vous avez aussi 1000 personnes qui vont chaque année faire un don d'ovocytes en Espagne parce qu'en France, ce n'est pas possible. Quand ils rentrent en France, elles ne sont pas inquiétées. Donc pourquoi, dans le cadre de la gestation pour autrui, on discriminerait des enfants pour des actes qu'ils n'ont pas commis? C'est vraiment une question de fond. Cette question des enfants, c'est celle qui nous préoccupe également, mais peut-être sous un autre angle, parce que, en fait, on parle beaucoup des désirs d'adultes, des choix d'adultes, des décisions d'adultes, mais on a beaucoup de mal à se mettre à la place des enfants, à écouter les enfants. Parler encore longtemps, malheureusement, on est pris par le temps, on est obligé de vous interrompre. Merci Henri. 2 livres de Sylvie et Dominique Ménesson, donc le couple. Vous avez notamment le dernier, Interdit d'enfants, qu'on trouve au livre de poche, et puis auparavant, La gestation pour autrui. Voilà, merci à vous deux. Dans un instant, le journal sur LCI.